que l'étudiant, insatisfait ou trop satisfait de son 19,5 en partiel, je m'ose imaginer. Il n'y a pas plus imparfait que ces gens-là, qui ne méritent que mépris et désarroi. On me parlera de confiance, une formidable ambition. À cela je rétorque, pas l'orgueil, et l'orgueil m'aurait tout. À l'inverse, c'est une perfection de ne point aspirer à être parfait. Comprenez qu'il vaut mieux kiffer que de chercher à tout prix à être parfait, que ça ne sert à rien d'être toujours au taquet dans l'amphi, si c'est pour en oublier d'avoir une vie. Et qu'accepter d'être mal coiffé, ou de peser un certain nombre de kilogrammes, sera toujours plus profitable que copier ces clones photoshopés d'Instagram. Feindre d'arriver à pareille fin, nourrir d'aussi grands et fous desseins, c'est le contraire même de la perfection. Ce n'est pas être stoïcien que d'accepter le monde tel qu'il nous vient. C'est simplement être réaliste et avoir la sagesse d'un saint. À vouloir être parfait, à vouloir être le premier, des imbéciles, vous serez le dernier. Se mettre en quête de pareil idéal, c'est se promettre à un destin fatal. Effort, échec, doute, moquerie parfois, désespoir tout le temps. Insatisfaction, déprime, dépression, psy pour les plus chanceux, corde ou saut dans la Seine pour les autres. J'exagère un petit peu, certes, mais poursuivre la perfection n'est point une panacée. Et si elle ne nous apporte pas le bonheur, si la désir est vain, à quoi sert-elle? Que peut-elle pour nous? Existe-t-elle au moins? A-t-on jamais vu, dans les choses de la nature et de la culture, un seul exemple de cette perfection? A-t-on jamais vu un professeur, une Régine Perron qui ne se trompe jamais, un acteur unanimement acclamé, un président réellement apprécié? A-t-on jamais vu un étudiant de notre IEP pour qui Paris n'aurait pas été le choix parfait? Non. À chercher le vide de nos vies, on oublie les qualités de notre quotidien. Si tout pouvait être parfait, plus rien ne serait à faire. Du plus petit de nos poils jusqu'au sommet des étoiles, tout en passant par les prix du gasoil, tant de choses seraient à améliorer, à recadrer, à réaligner, à perfectionner, à recréer, à révolutionner, pour au final que cela ne soit jamais parfait. Car la seule perfection, la seule plénitude, la seule grandeur à retenir de Paris Odyssée, c'est de renier Ulysse et de ne pas la tenter. Alors, passez simplement à autre chose. Composez avec les événements, ménagez votre présent, soyez confiants pour le futur, car il est plus que parfait de vouloir rester imparfait. Un coup de bistouri dans ce corps de métal, une lichette d'huile pour galvaniser cet homme de ferraille, un tour de clé à molette pour resserrer la chair de ce monstre de limaille. Vite, l'auxiliaire éponge le front du docteur en sueur. Ses doigts gras d'huile de vidange luisent sur sa blanche veste souillée du liquide orange. Encore un coup de bistouri dans ce corps de métal. Encore une lichette d'huile pour galvaniser cet homme de ferraille. Encore un tour de clé à molette pour resserrer la chair de ce monstre de limaille. Et bientôt, le docteur Frankenstein contemple sa créature presque création, il ferme les yeux et il se voit à l'acmé du succès, atteignant enfin la perfection, ultime tentation, puis il s'arrête, son œuvre s'anime, et au lieu d'y trouver l'inaccessible perfection, il n'y découvre qu'un monstre borné et carnassier. La perfection, c'est une absence de défaut. La perfection, c'est un idéal, c'est-à-dire une inatteignable quête sans fin, un interminable chemin. Autrement dit, la perfection est un rêve dont les fidèles sont condamnés à rêver éveillés. Le docteur Frankenstein rêvait lorsqu'il pensait créer un être parfait. Au final, sa créature ne fut pas parfaite
Parce qu'à un moment donné, il a arrêté d'aspirer à la perfection. Il a posé le dernier écrou et sa créature s'est animée avec toutes les tares que l'on sait. Mais tant qu'il le concevait, dans sa tête, bébé Frankenstein était le plus beau des êtres, car il demeurait un idéal, un rêve. Bref, je suis parfait tant que j'aspire à être parfait. C'est une perfection d'aspirer à être parfait. Non, Anthony, la perfection n'est pas une plénitude, mais une attitude. Quête sans fin, sinueux chemin, vieux parchemin, l'histoire nous le montre bien. Quelle histoire sinon un immortel manuel de conduite qui ressasse encore et encore nos erreurs, nos fautes, nos crimes, dans le seul but que nous ne les reproduisions jamais. Mais l'histoire ressasse aussi et surtout notre appétit de perfection. De King Shiwandi à Nicolas Flamel, on aspire à devenir immortel. De Parasios à Pygmalion, c'est l'art qui rime avec perfection. Du cerf médiéval qui aspire à être bon chrétien, au science-piste qui se lève de bon matin, l'histoire nous le montre bien. Nous aspirons tous à ne pas mourir de faim, à la connaissance, à des idéaux bien logis. C'est cela, la perfection, un idéal, un rêve, une aspiration. La question de l'aspiration à la perfection est fondamentale. Elle est fondamentale parce que la notion de perfection est subjective. Je n'aurai pas la même idée de perfection que mon voisin. En bref, chaque individu est parfait en fonction de ce qu'il veut être. Si mon goal suprême est d'être comme Maxime, il est possible que si je lui demande « Mec, comment tu fais pour être aussi parfait ?» celui-ci me répond « Quoi, mais j'en sais rien, je suis pas parfait. » Alors, humilité ou fausse modestie, cette réponse révélerait en réalité qu'il n'existe pas d'universelle aspiration à la perfection. Puisque la perfection est un rêve individuel, je rêve sans limite d'être qui je veux, et dans ma tête, je suis parfait comme et autant que je le veux. La perfection existe en tant qu'aspiration, pas en tant que réalisation. La perfection ne nous sauvera pas, c'est au mieux un cache-misère, mais voilà des millénaires qu'en rêvant nous osons, qu'en aspirant nous concevons à nos problèmes des solutions. Toujours un coup de bistouri dans ce corps de métal, toujours une lichette d'huile pour galvaniser cet homme de ferraille, toujours un tour de clé à molette pour resserrer la chair de ce monstre de limaille. Le docteur Frankenstein a oublié de rêver, d'aspirer, il s'est réveillé, il a dit non à la perfection. Et ce faisant, le docteur Frankenstein a compris trop tard qu'en se réveillant mal, on pouvait concevoir des créatures paranormales. Quand je serai grand, je me battrai pour mes idées. J'adopterai la figure militante et je saurai lutter pour mes convictions. Oui, quand je serai grand, je serai convaincu, je serai fier et accompli. À bas les inégalités, à bas le patriarcat, à bas le capitalisme. Ces mots scandaient le poing levé par un bambin haut comme 3 pommes, rêvant d'un monde plus beau. Vous avez l'image en tête? Est-ce que ça vous paraît plausible? Non, bien sûr que non, vous n'y croyez pas. Dans nos sociétés modernes, et à quelques exceptions près, personne n'a jamais entendu ces propos dans la bouche d'un enfant. Même si certains diront que ces paroles sont belles et idéalistes, elles ne sont pas celles d'un jeune être humain qui commence par découvrir la vie sous ses plus simples aspects. L'enfant révolutionnaire n'existe pas. Pourtant, l'opposition est le propre de la révolution. L'enfant radical, l'enfant survivaliste n'existe pas car il est bien évident que l'enfant ne reçoit pas l'éducation militante dès son plus jeune âge. Les adultes ont très certainement peur d'un soulèvement infantile qui, sans aucun doute, causerait des dégâts irréversibles à la société majeure et vaccinée. Les adultes ont donc recours à des ressources syntaxiques d'un genre inédit destinées à délégitimer l'enfant qui chercherait à s'opposer, à s'imposer. Tu comprendras plus tard, tu es trop jeune pour ces choses-là. Ça n'est pas de ton âge, retourne jouer, mais qu'est-ce que tu es naïf? Ces paroles prononcées qui résonnent aux oreilles de l'individu qui prend de l'âge sont destinées à contraindre l'enfant à la docilité, c'est bien connu. Si on peut considérer que grandir, c'est aussi prendre de la hauteur, du recul parfois, grandir, c'est surtout s'opposer. L'humain qui évolue entre nécessairement en contradiction avec ce qu'on lui oppose. L'enfant qui grandit s'élève face à l'autorité parentale, forme suprême de domination pour lui.
L'adolescent prend ses premières cuites, fume ses premières clopes, car on lui a dit que c'était mal. Si l'homme apprend de ses erreurs, s'il grandit en interagissant avec des êtres différents de lui, sa construction reste néanmoins permise par le refus de l'autorité, par l'affirmation individuelle envers et contre tout. Ainsi, quand vient l'adolescence, l'individu se rebelle. Il se pose en garant d'une vérité unique, celle de celui qui grandit justement. L'adolescence s'oppose pour grandir, il s'oppose à ses parents, il s'oppose aux institutions et remet tout en question pour connaître comme le monde est fait. Il teste pour savoir, il s'oppose pour comprendre. Ce que l'enfant qui grandit conçoit aujourd'hui ne sera certainement pas ce qu'il considérera demain comme la vérité, comme sa vérité. En fait, l'enfant qui ne sait pas t'opposer n'a pas grandi. L'enfant qui ne sait pas t'opposer, qui n'a pas contesté la parole émancipée autoritaire, cet enfant-là est resté bloqué dans sa condition première d'être primitif, qui n'a que sa couche et ses cris pour se faire entendre. Alors si c'est en grandissant qu'on s'oppose, c'est également en s'opposant qu'on grandit. Grandir, c'est s'opposer à nos croyances d'antan, c'est s'opposer à ce en quoi on croyait dur comme fer. Mais c'est vrai, ça t'est jamais arrivé, t'es là, tu penses, tu crois, t'es sûr de toi, et d'un jour à l'autre, hop, tu changes d'avis. En tout cas, si un jour ça t'arrive, panique pas. C'est juste que tu auras grandi. Si un jour ça t'arrive à t'opposer à ce que tu croyais avant, considère que tu as mûri. Car il faut de la force d'esprit pour se poser en contradictoire d'une pensée qui était bien ancrée. Grandir d'un point de vue moral et spirituel, c'est s'opposer aux autres parfois. Certaines figures militantes qui ont marqué l'histoire des droits de l'homme se sont trouvées grandies par le simple fait qu'elles se soient opposées. En trouvant la force de contester, elles ont d'abord permis de faire grandir une cause, mais se sont également vues grandir par la défense de leurs idées. Rosa Parks, mère du mouvement des droits civiques américains, s'est opposée à la ségrégation raciale aux États-Unis le 1er décembre 1955, quand elle refusa de céder sa place de bus à un passager blanc. Simone Veil, grande dame politique du XXe siècle, s'est opposée à la majorité masculine et conservatrice le 26 novembre 1974, quand elle prononça son discours pour la légalisation de l'avortement. Christiane Taubira, politicienne et militante, s'est opposée aux détracteurs du mariage pour tous le 23 avril 2013, lorsqu'elle prononça son discours pour l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe devant un hémicycle totalement divisé. Ces oppositions, menées par des personnalités convaincues et envers des idées contestées, marqueront des luttes entières. L'opposition de ces figures militantes notables feront grandir des causes, mais aussi la personne spirituelle qui en est à l'origine. L'opposition d'une seule permet bel et bien de faire grandir le combat qu'elles ont eu à cœur de mener par la force qu'elles ont eu de s'élever en contradiction aux autres. Ces femmes sont la preuve en chair et en os que s'opposer fait grandir. Alors faisons comme Parks, Veil, Taubira et d'autres, opposons-nous. Il était une fois. Ainsi commencent tous les contes de notre enfance qui vendent du rêve. Imagine si un jour j'avais... C'est comme ça que s'achèvent les regrets et les rêves déçus des adultes. Le passage entre ces deux phrases est un choc. Il fait mal parfois. Ça s'appelle grandir. Il ne faut pas s'y opposer, il faut savoir l'accepter. Accepter que grandir n'est pas qu'une question de centimètres. Ça se passe aussi là-haut. Quand le discours passe du futur au conditionnel, les rêves semblent prendre la fuite dans l'impénétrable dédale de nos pensées. Il n'y a pas d'âge précis pour grandir. Ce n'est pas un processus physiologique qui s'enclenche un beau matin au réveil. Certains perçoivent très tôt l'illusion d'un monde idyllique, quand d'autres se réfugient dans la douceur rassurante de l'enfance. Ils refusent de grandir, ils s'y opposent, les Schwenapon. Impatients, turbulents, bruyants, fainéants, crispants, fatigants, emmerdants. La bienséance m'empêche de continuer. C'est propre d'un enfant, lorsqu'il n'est pas d'accord, il se braque, se bouche les oreilles, veut aller à contresens. Il s'oppose de toutes ses forces. La politique du « ah non, 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 non » et l'opposition fait la loi. Personne ne fait exception. Qui ne s'est jamais au moins une fois accroché aux jambes de ses parents en se démenant pour ne pas aller en cours? Qui n'a jamais bafouillé des excuses improvisées, oubliant l'espace de quelques pleurs et de cris stridents que là-bas nous attendaient nos amis et nos professeurs bienveillants? Nous avons tous fini par attraper notre sac, partir en traînant des pieds vers la porte d'entrée, contraints d'accepter la fatalité de notre sang. Grandir,
C'est aussi accepter que les expériences passées nous ont forgés jour après jour, rencontre après rencontre. Elles nous ont permis de romancer nos souvenirs d'enfance, des souvenirs qui, peu à peu, cèdent leur place aux expériences tumultueuses de l'existence. Les victoires et les défaites s'enchaînent sur le champ de bataille, l'hostilité grandit alors que le nombre d'adversaires décroît. L'indépendance est au bout du chemin qui semble encore bien long et semé d'embûches. Comme Épicure, j'apprends à ne s'occuper que par les choses sur lesquelles j'ai le pouvoir d'agir. Le reste n'est pas de mon ressort, j'apprends à m'en détacher et à ne pas m'opposer. Alors peu importe tous les gens qu'on doit laisser partir sans les retenir, peu importe que certaines amitiés se défassent, grandir, c'est accepter de se battre pour ce qui compte et avoir le courage d'ouvrir la porte à ceux qui viennent. Grandir, c'est appréhender les départs avec sérénité, les années qui s'enchaînent et déchaînent notre irrépressible envie de vivre, de ne pas s'opposer. Laisser filer le temps rythmé par le tic-tac incessant des horloges, mais toujours accepter que la vie suit son cours inexorable et qu'on n'empêchera pas le dernier souffle de s'échapper des lèvres d'un être cher, même si on demeure encore après son départ. Alors au lieu de m'opposer au sens inéluctable que prend la vie, je veux m'imposer dans cet univers si grand face à ma finitude. À bas les problèmes de cours d'école, je veux être de ceux qui changeront le monde et qui évolueront parmi les autres, et surtout avec les autres. Parce que grandir, c'est accepter de prendre sa vie en main et décider de qui l'on veut être, comme Rosa Parks, comme Simone Veil et comme Christiane Taubira. L'étendue des possibilités qui s'offrent à nous est vertigineuse. Mais grandir, c'est ne plus avoir peur de sauter le pas vers l'inconnu. Je veux avoir un impact, et oui, j'ose le futur. J'aurai une portée. Et même si je ne vois pas les reflets d'une aurore dont je n'arrive pas à se lever le soleil, j'aurais fait ma part. Accomplir des actes désintéressés, ne plus vouloir simplement se sentir exister. Voilà les positions qui m'élèvent, qui guident mes choix, toujours avec cette idée. Quelle que soit ma place, je la trouverai. La croyance en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise tant qu'elle reste à l'état d'idée. C'est lorsqu'elle justifie des actions qu'elle devient un enjeu moral. Parfois, un bel idéal et des intérêts louables sont repris à des fins malveillantes. Voilà le drame. La croyance est donc une notion complexe qu'il faut manipuler avec précaution tant elle a de facettes. Elle a aussi son côté sombre, un nom qui fait figure d'obstacle à celle-ci, alors qu'il devrait être sa rampe d'accès, le doute. Laissez-moi vous expliquer tout cela. Dans quelle mesure le doute intervient-il dans la croyance? Mais surtout, à quel moment arrêtons-nous de douter pour croire et nous libérer de nos angoisses? Choisir, c'est renoncer. Vous n'êtes sans doute pas étranger à la notion d'analyse critique de soi-même. Aujourd'hui, plusieurs moyens permettent de s'auto-analyser, aller chez le psy pour comprendre ses angoisses et ses traumatismes, ou bien déconstruire ses comportements pour se débarrasser de ces habitudes problématiques que la société nous a inculquées inconsciemment. Eh bien, c'est en fait l'application de la théorie de Descartes qui a émis sa théorie il y a 500 ans. Cette espèce de doute vertueux du discours de la méthode dont on nous a tant rabâché les oreilles en terminale, vous vous en souvenez? Personnellement, ça me fascinait. Ça veut dire, en fait, si on se sent limité par nos propres schémas de pensée, on peut décider d'en sortir, douter pour pouvoir se reconstruire sur une autre pensée qui est mieux adaptée à la situation de l'époque, par exemple. Si tes parents t'ont inculqué des principes au temps de la société de consommation, tu peux toujours te remettre en question et vivre en accord avec tes convictions écologiques. Youhou! Mais le truc, c'est que ces vérités fondamentales mettent longtemps à se construire. Il faut se renseigner, accroître ses connaissances pour avoir des croyances en accord avec ses valeurs. Dans la pratique,
il y a des obstacles qui vont se dresser devant vous. Ma prof de philo, dont j'ai oublié le nom, comme quoi son cours était très intéressant, mais pas sa personne, nous en parlait souvent. Elle appelait cela les sophistes. Je m'en rappelle car elle en parlait un peu comme si c'était des démons. Les sophistes ne sont pas ceux qui doutent, ce sont ceux qui vont te convaincre que tu peux croire ce qu'ils disent les yeux fermés. Alors oui, comme ça a l'air plutôt simple de débusquer celui qui dit n'importe quoi. Mais dans la pratique, quand tu es lancé sur YouTube à 14 ans à essayer de te faire une idée du monde, tu tombes sur une dizaine de vidéos où chacun dit tout son contraire, il y a de quoi être déstabilisé. C'est pour cela qu'il ne faut pas tomber dans la dérive de la croyance qui oublie de douter. Analyser le propos de la personne pour le remettre en question. Certaines croyances sont élaborées avec ces processus car elles veulent séduire. Les idéologies en sont un bon exemple. C'est comme si les enfants croyaient au Père Noël et les parents au capitalisme qui les rendra riches pour acheter des cadeaux à leurs enfants. Bon, maintenant ça y est, vous avez compris la nécessité de toujours douter. Le problème à partir de ce moment-là, c'est qu'il faut passer à l'action. Oublier ses doutes. Bien sûr, il y a toujours la tentation de devenir des gargamels, de se replier dans notre forêt et de devenir aigris en pensant que le monde ne vaut pas la peine d'être vécu. Ce qui est sûr, c'est que sortir du bois demande du courage. Le doute devrait être seulement une passerelle temporaire, un moment un peu douloureux pendant l'écriture d'un discours par exemple. Passé ce moment, les incertitudes se transforment en convictions que l'on énonce clairement sans que l'ombre du regret ne vienne planer. À force de croire. Non. La force de croire. Si je croyais en mon oubli, je serais rongé par le doute. Ne sachant plus quoi dire, me voilà les bras ballants devant tous et toutes. Ce raisonnement peut vous sembler sans queue ni tête, mais loin de moi l'idée d'envier Marie-Antoinette. Il est nécessaire que mon argumentaire soit construit. Alors, il est temps de donner corps à mon propos, d'y insuffler la vie avant que de mon âme ne vienne le repos. À l'en croire certains, lorsqu'il s'agit de croire, le doute ne serait plus qu'un lointain souvenir. Ériger ces valeurs au rang de vérité serait un leurre que l'on pourrait même appeler erreur. Croire n'est pas expier le doute, et encore moins le mettre en déroute. Si le doute m'envahit, c'est que la philosophie émerge. Mais de la philo, Sophie et ses malheurs n'en ont rien à faire. Très présente chez les enfants, la croyance fait partie intégrante des premières années de notre vie. Qui, parmi nous, n'a jamais été effrayé par la figure du grand méchant loup? Qui d'autre n'a jamais été excité à l'idée de recevoir des cadeaux de la part du Père Noël? Qui peut se targuer de n'avoir jamais cru aux blagues du 1er avril de ses parents? Même si je dois l'admettre, le Tour de France délocalisé en Corée du Sud, j'aurais dû le voir. Il est indubitable que les enfants sont des êtres bourrés de croyances. Mais pour autant, pétris de doutes, ce sont ces mêmes chérubins qui viennent à rendre fou chaque parent avec leurs questionnements. Entre le quoi, le pourquoi et le comment, les enfants soulèvent des questions ontologiques dont même nous ne comprenons pas la sémantique. Si des garnements aussi capricieux peuvent se montrer aussi curieux, c'est bien là la preuve que les croyances, même en des choses futiles, ne griment pas avec un esprit creux. Puis vient le jour où éclut celui qui croyait croire.
Quand les enfants grandissent, tout fervents qu'ils soient, cela m'étonnerait que les philosophes la croient. De quoi se méfient-ils? De cette conception bien trop restrictive de la croyance, qui voudrait que cette dernière élude le doute. Les philosophes n'ont pas attendu la laïcité de la cité afin d'énumérer leurs idées et ainsi douter. Dans toute leur excentricité, ils s'en remettaient à Dieu, mais pourtant c'est bel et bien sa souveraineté qu'ils mettaient en jeu. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voltaire lui-même, sans pour autant le renier et se considérer athée, a fermement défendu la rationalité. Malheureusement pour eux, bien loin de ces philosophes et bien plus près de Nietzsche, l'Europe fit fi de cette finalité et cessa de croire en cette divinité. Mais le doute, lui, ne saurait être le seul fruit de la raison. Douter de ma performance n'a rien de raisonné, surtout quand ses pensées ne font que ricocher et raisonner. Stop. Mal branché, à la recherche de la vérité, le doute n'existerait que par emportement, aveuglement, malice et brutalité. Mais ce n'est là, voire qu'une face d'une même pièce. Le doute et la croyance sont indissociables. Le propre de la philosophie n'est-il pas de se servir d'idées préconçues afin de, une fois près, mettre en concurrence avec assurance une réflexion et sa réjection? Et même si aujourd'hui j'estime ne pas avoir besoin de croire sur moi afin de croire en moi, à force de douter de tout, nous ne croyons plus en rien. Où trouver la force de croire si David n'avait pas cru en l'usage de la fronde? Croire, c'est avant tout savoir se montrer vulnérable. Croire fait peur, et c'est pour cela que nous préférons douter que de risquer d'être lésés. Mais c'est justement grâce à cette vulnérabilité qui nous rappelle notre absence d'invincibilité que nous sommes en mesure d'insuffler dans ces croyances cette part d'inconnu qui nous fait vibrer. Croire est une force, à n'en point douter. Que ce soit en nous, aux autres, ou en des concepts supérieurs, ils font ce que nous sommes, et c'est cela que nous ne devons pas oublier. Il y a quelque temps, j'ai rencontré le diable. Vêtu d'un ensemble Prada, il m'a dit « Pardonne-moi, mais je dois t'ordonner. Tu as désormais atteint la majorité. Laisse-toi faire et confiance en Lucifer. » Le mal m'a donc appelé et j'ai dû rappliquer. C'est comme ça. Grandir, c'est être confronté au mal. Et malheureusement, on grandit trop vite. Aujourd'hui, je suis passée de ça à ça. Parce que bon, je fais 1m58, donc j'ai beaucoup grandi et peut-être un peu exagéré. D'ailleurs, je me vexe qu'on m'ait donné ce sujet. Est-ce que j'ai vraiment l'air de savoir ce que c'est grandir? Tout le monde le sait, je fais la taille d'un CP. Et pourtant, je sais que j'ai grandi. Peut-être pas physiquement, mais je sais qu'à l'intérieur, je ne suis plus la même. J'ai mûri, j'ai vécu, j'ai ri, j'ai pleuré. Beaucoup pleuré. Parce qu'en grandissant, j'ai vu le mal. Le mal, c'est découvrir toute la souffrance de ce monde. Le mal, on le subit, le mal est immonde. Le mal, c'est la corruption, c'est la guerre. Et non, le mal, c'est pas celui qui est dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Non, c'est plutôt les sauvageries, la dictature. Mais ce n'est qu'en grandissant que j'ai appris qu'il existait. En fait, il a toujours été là, mais la Sophie, comme ça, ne le voyait pas. Maintenant, j'apprends le mal comme Harry Potter qui monte en âge et qui se confronte à Voldemort. Plus je grandis, plus je sais que Voldemort n'est pas loin, qu'il peut me faire mal. Avant, je ne me rendais pas compte que ma grand-mère chérie n'était plus vraiment là. Je la pensais toujours avec moi. Aujourd'hui, je sais que la mort est là, que le mal approche, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et qu'il peut sévir et m'engloutir. En sortant de l'enfance, on comprend, on réalise. Comme une deuxième naissance, on redécouvre le monde. Et on fond en larmes, comme les nouveau-nés, en constatant que tout a changé. On ne voit plus les choses comme avant. Maintenant, on est assez intelligent pour comprendre que le monde est terrifiant.
rebelle, sans même m'imaginer qu'il existait, loin de moi, mais toujours sur cette terre, de vrais enfants soldats. Alors, grandir, c'est avoir peur face à la réalité du monde. Grandir, c'est une chirurgie réparatrice des yeux pour quelqu'un qui, toute son enfance, aurait été aveuglé. Et voilà, c'est sous nos yeux fraîchement éveillés que le monde tel qu'il est se dévoile. Alors je comprends, je sais pourquoi je suis restée bloquée à mes 1,58 m. Je ne voulais pas grandir, et j'avais raison. Grandir, c'est se rendre compte que tout le monde n'est pas super gentil. C'est constater que non, le monsieur dans sa camionnette blanche ne veut pas me donner que des bonbons. Fini la naïveté, place à la douleur, à la noirceur, à la peur et au crève-cœur. Mais laissez-moi rester comme ça. Là où mon seul problème est de choisir quelle couleur utiliser pour mes dessins et pas de me plaindre de la taille de mes seins. Grandir, c'est beaucoup de malheur. Et je suis tellement bien placée pour en parler qu'un livre a été rédigé à mon effigie. Les malheurs de Sophie. Bref, mes parents ont bien choisi mon prénom. Ils savaient que grandir pour moi allait être difficile, blessant, heurtant, comme une baffe, et que je ne parviendrai jamais à atteindre la taille de Sophie la girafe. Je peux vous dire que Sophie en a marre de tous ces sauts. Elle veut continuer à rêver, regarder les films de Sophie Marceau. Elle préférait la Sophie d'avant. Enfin voilà, je suis Sophie. Et j'ai appris le mal, j'ai rencontré le diable. Pourtant, moi je refuse. Rebelle que je suis, je ne veux pas grandir, je veux être la Sophie. Celle qui défie le diable et qui reste à jamais dans le déni. Je veux adopter une nouvelle philosophie. Mais non, non Sophie, non, tu n'as pas réussi. Le mal est là, tu as grandi, un peu. Le diable t'a tendu les fleurs du mal et tu les as acceptées. Car maintenant tu es grande, plus de pitié. L'étau s'est resserré jusqu'au bout. Coincé au milieu, un semblant de chair et de sang tout écrabouillé. La nuque est brisée, le corps bientôt envolé. Le guépard s'est jeté sur la gazelle après une course-poursuite dans la savane africaine. Abondance carnivore et assouvissement sacré, le prédateur n'avait besoin que de se sustenter. Mais la victime, maintenant cadavre, est à la merci des charognards, et moi, 7 ans, je ne peux rien faire face à ce tragique documentaire. Terrassé par le chagrin et par l'injustice que ce massacre représente, j'interroge ma maman d'un regard larmoyant. Réponse simple, c'est l'équilibre de la vie. L'équilibre de la vie. Création divine ou hasardeuse, en tout cas mystérieuse, la vie semble suivre son cours sans pouvoir s'empêcher de sacrifier quelques sujets sur son passage. Besoin nécessaire ou conséquences malencontreuses, tout compte fait, on n'y peut pas grand-chose. Car en effet, c'est en protégeant son existence que le guépard a détruit, écrasé cette gazelle. Création existentielle ou création matérielle, elles impliquent un impact quelque part, parfois invisible ou dérisoire, si nous ne sommes pas directement concernés. Depuis la révolution industrielle, on utilise des matériaux pour créer toujours un peu plus. Passage d'une économie agraire à une production de biens manufacturés à grande échelle, merci économie.gouv.fr, afin de gagner en productivité et en prospérité. Je stimulerai vos fiévreuses ardeurs socialistes, voire anarchistes, en disant que créer, c'est le monde des capitalistes. Appauvris, malheureux. Créer de la richesse, créer du profit, c'est à cause du grand capital que les prolétaires sont écrasés.
Tout ça parce que les rouages de la création écrasent, écrabouillent, anéantissent, ruinent les dommages collatéraux. Mis à l'écart, marginalisés, relégués au second rang, le visage terne, le regard baissé, porteurs d'une cause pas assez valorisée, et leur force de travail bientôt remplacée par des machines automatisées. La destruction créatrice. On crée de nouveaux appareils qui remplacent les opérations humaines, là aussi dans l'objectif de créer du rendement. Alors, on conçoit, en écrasant les autres, sans s'en apercevoir ou en jouant dessus. C'est facile de faire les deux. On nous impose des normes, des dictats, des modèles pour avoir une belle vie bien faite, qui correspond à un archétype de l'existence qu'on doit mener. Cheveux lisses, peau parfaite, ni trop grande ou trop petite, toi on te garde, trop grande et tu dégages, une femme reste féminine, un homme reste viril, elle sera institutrice, il sera économiste, une maison et 2 enfants, on nous crée un idéal tout à fait charmant. Et cela en écrasant nos particularités, individualités qui nous rendent si singuliers. On tel soi-même au profit du tout, on disparaît, on se dissout dans un océan homogène de reflets identiques. Seul. Mais seul, même quand les autres sortent du lot et libèrent leur voix. Écrasés par leur grandeur et leur courage, on se sent tout petit, exactement comme face à ces tribuns de génie. En 1942, le monde entier est ravagé par la Seconde Guerre mondiale. Pour faire face à l'arsenal militaire allemand, alors à la pointe de la technologie, les États-Unis vont faire voter le Victory Programme, un budget de 150 milliards de dollars pour faire de l'industrie de guerre américaine la plus performante du monde. Les États-Unis font table rase du matériel obsolète de l'entre-deux-guerres pour innover. C'est dans ce contexte que l'économiste Joseph Schumpeter publie aux États-Unis son œuvre Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Il y défend la thèse que le moteur du système capitaliste est la destruction créatrice. Un processus permanent où les nouvelles innovations viennent rendre les technologies existantes obsolètes. Pour citer son œuvre, le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais à côté de l'ancien, lui fait concurrence jusqu'à le nuire. Mais quelle merveilleux idée! À chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, ces innovations me poussent à me languir devant la beauté de l'écran Super Retina XDR. Mais encore, pour nous inciter à consommer cette innovation et rendre le modèle précédent obsolète, a été mise en place l'obsolescence programmée. Quoi qu'il arrive, cette création, cette grande roue, écrase son prédécesseur avec des mises à jour qui réduiront ses performances, le condamnant à la benne à ordures. Le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais à côté de l'ancien. On ne cède pas de l'ancien, on ne le recycle pas. Pour en faire un modèle plus performant, on en crée un nouveau. Dès lors, on admet un concept fabuleux, l'externalité négative. Entre autres, la diminution du capital naturel, l'épuisement des ressources, un 7e continent de déchets, la liste est longue, je vous le promets. C'est ces externalités qui font qu'aujourd'hui, nous devons réinventer ce modèle, cette manière de créer et consommer, car il n'est pas durable de considérer la création comme facteur de destruction. Il en est de notre responsabilité d'avoir cette prise de conscience afin d'être capable d'assurer la pérennité du monde qui nous entoure pour les générations futures. Si vous me disiez que nous avons toujours procédé comme cela,
que nous ne pouvons changer notre manière de créer, qu'ainsi va le monde et nous allons toujours produire la matière de cette façon, alors je m'empresserai de vous exprimer mon désaccord. Sous vos yeux ébahis, je vous affirmerai d'une injonction ne pouvant admettre la contradiction, que nous allons changer parce que nous le devons et parce que nous le pouvons. Je m'empresserai d'illustrer mes propos d'un tas d'exemples où la création n'est qu'une transformation qui se refuse à la destruction. Je les illustrerai de domaines, d'art, où le recyclage occupe une place prépondérante. La musique, par exemple, si nous parlons du sample. Le sampling est une technique créative basée sur l'utilisation d'extraits sonores préexistants afin de créer une nouvelle composition. Grâce au sampling, le morceau Change the Beat de B-Side a pu être samplé 1267 fois. 1267 nouvelles utilisations, 1267 créations. En musique, l'ancien est remis au goût du jour. L'on s'appuie sur des créations passées pour innover. Ainsi, de cette façon, nous pourrions réutiliser les matériaux ou les modèles précédents tout en les améliorant pour notre production industrielle. La destruction créatrice de Schumpeter, promulguée en 1942, est un concept anachronique sur lequel nous ne pouvons plus nous reposer. Elle est obsolète au sein d'un modèle qui se veut pérenne, car la destruction créatrice a succombé à sa propre loi.